Donc, ravi de vous accueillir pour ce nouveau Datapéro. J'espère que tout le monde voit mon écran. Je ne sais pas si vous pouvez me dire là, si vous voyez bien le partage. Super. Bon. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un sujet sur les objets connectés. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'exploitation des données qui peuvent être faites avec ces objets connectés. Et pour l'occasion, on a fait venir des invités, puisque nous ne sommes pas les principaux experts sur les sujets connectés. On a donc fait venir des gens qui sauront en parler. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est clairement comment on peut mettre ces données au profit d'un nouveau modèle économique et comment donc, on peut valoriser et utiliser ces données dans le cadre d'un service qu'on pourrait mettre en place à l'aide de l'IoT. On a à peu près 1h15. Alors, on a mis 1 heure, mais ça sera 1h15. On s'est donné 1h15 parce qu'on sait qu'Emmanuel parle beaucoup. On s'est donné un peu de marge cette fois-ci pour avoir 1h15 d'échange sur le sujet. Je vais rappeler les règles du Datapéro, puisqu'on n'a pas fait depuis quelques mois. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude de venir, on va redonner quelques règles. Donc, à la base, on coupe les micros. Si on n'est pas trop, on laisse la possibilité de parler, et plutôt à la fin ou au début. Vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire du chat. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin de l'intervention. Et puis, il y aura le support qu'on a utilisé aujourd'hui en PDF disponible rapidement, ainsi qu'un replay qu'on vous partagera et qu'on diffusera sur les réseaux sociaux. Et vous recevrez, si vous avez été inscrit à ce Datapéro, un récap avec le lien vers le replay. Et puis, bien entendu, comme c'est un Datapéro, si vous avez, juste avant le repas, envie d'avoir un petit moment convivial avec modération, n'hésitez pas à consommer, ça ne me posera aucun souci. Je pense que ça ne posera aucun souci à personne. Donc aujourd'hui, au menu, on va faire une petite intro sur justement le marché de l'IoT et la valorisation des données. On reviendra donc sur des cas d'usage que vous présenteront nos différents intervenants, que je vous présenterai juste après, que sont Emmanuel, Aline et Grégoire. Ils vous partageront donc des retours d'expérience et également des cas d'usage plus ou moins aboutis pour certains d'entre eux, avec notamment des retours de ROI, de voir comment on peut valoriser ce fameux ROI pour chacun de ces projets IoT. On aura ensuite une table ronde avec des questions qui permettront d'aller répondre aux sujets qui posent généralement problématique à ceux qui veulent se lancer ou qui hésitent à se lancer. Donc, voilà, des sujets de quels peuvent être les problèmes rencontrés sur le chemin. Et on terminera cette intervention avec les actions que peuvent vous proposer DataSulting pour vous lancer également sur la valorisation des données. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite. Alors, avant de rentrer sur la présentation de nos intervenants, je vous présenterai rapidement DataSulting. Nous, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la valorisation des données. Donc, notre mission, c'est de doper la performance des entreprises par une exploitation efficace et innovante des données. Pour arriver à faire ça, on a différents types de services. On fait du conseil, notamment un conseil stratégique, comment démarrer sa valorisation des données quand on se dit souvent j'ai plein de données dans tous les sens, mais je ne sais pas par où commencer. Généralement, on intervient à partir de là. On réalise, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi nos clients dans la mise en œuvre de tableaux de bord de pilotage, d'organisation des données de manière centralisée pour servir des cas d'usage de l'entreprise. On leur permet aussi de travailler sur des sujets de data science, si on a besoin de prédire une activité, de l'affluence dans un magasin, etc. Donc, on va travailler sur ces sujets-là. On forme nos clients et puis on les aide à exploiter les solutions qu'on met en œuvre chez eux. Et notre vocation, c'est vraiment d'accompagner la maturité data des entreprises. Et ça, je reviendrai souvent sur la maturité. C'est pour ça qu'on voit souvent la petite graine qu'on plante, parce que c'est une longue aventure, ça ne se fait pas en 2 jours. Et il y a besoin d'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans ces sujets-là. Je laisserai maintenant la parole, puisque j'ai déjà beaucoup trop parlé, à nos chers invités. Donc, je commencerai par Aline. Aline, je t'invite à te présenter. J'ai le micro coupé. Donc, bonjour à tous, Aline Psaïbès, dirigeante de la société ITK. Voilà, tu peux en dire un peu plus sur ITK et sur Post? Ah oui, mais d'accord. Présente, mais oui, un petit peu plus. Non, mais comme on va présenter tout à l'heure, j'avais prévu. Donc, ITK fournit aux agriculteurs des outils d'aide à la décision pour qu'ils décident quel est le meilleur moment pour planter, irriguer, fertiliser. Nous servons aussi les éleveurs avec un capteur autour des cous des vaches qui permet en temps réel de connaître l'emploi du temps de la vache et donc pouvoir donner des indications à l'éleveur. Est-ce que c'est le moment de l'inséminer, de changer sa ration? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est en train de véler? Voilà notre métier chez ITK.
Merci Aline. Et j'ai cru voir passer dans la presse que vous veniez de lever 10 millions d'euros, donc félicitations par la même occasion. Oui, merci. Sachant que le but, c'est pas la levée, le but, c'est de faire un business qui marche. C'est le passage derrière. Voilà, c'est un moyen. Exactement. Emmanuel. Bonjour, je me présente. Donc, Emmanuel Mouton, le fondateur de Sinox. Et j'ai une autre casquette aussi, parce que je suis président du cluster numérique en Occitanie, qui est Digital 113, qui fédère un peu plus de 300 entreprises du numérique sur tout le territoire d'Occitanie. Et donc, Sinox, on est, nous, un éditeur donc, de solutions IoT, donc pure player IoT sur ce qu'on appelle le device management, la connectivity management et le data management. Donc, on gère pour nos clients. On a un peu plus de 600 clients maintenant dans l'IoT, qui gèrent un peu plus de 100 000 objets connectés, que ce soit pour des territoires intelligents, pour le monde industriel, pour le transport, pour l'agriculture, quelques-uns aussi. Et donc, on arrive à gérer tout ce qui est de la remontée de la donnée au stockage et à la transformation des données IoT, pour faire rapide. Emmanuel. Merci. Et Grégoire, pour finir ce tour. Grégoire Lochard, bonjour à tous. Je suis le CEO de Traxens. Chez Traxens, on est dans le monde du transport maritime. On équipe des containers de boîtiers connectés. Et avec ça, on les traque, on essaye de savoir où ils sont. On a pas mal de data et avec ça, on mesure ce qu'on appelle les ETA, c'est-à-dire les heures d'arrivée prévues, et puis tout un truc associé au risque avec, par exemple, les suivis de température et d'humidité dans des containers dry, donc non équipés électriquement. Merci beaucoup, Grégoire. Donc, du coup, moi, je vais profiter de cette introduction pour vous partager quelques chiffres. Alors, je remercie Emmanuel pour le partage également. Donc là, il y a une étude intéressante du cabinet IDC qui révèle que la taille du marché en dollars de l'IoT en 2023 dépasse les 1000 milliards, donc avec 1100 milliards de dollars projetés. Et la valeur se répartit à la fois sur la génération de nouveaux produits et services. Donc là, un tiers des répondants ont indiqué vouloir développer de nouveaux services basés sur de l'IoT. Et 26% favorisent l'utilisation de l'IoT pour améliorer leur connaissance client. Donc les usages, les pratiques autour des remontées de données qui peuvent sortir ces objets connectés. Autre information intéressante sur le boom du marché de l'IoT, c'est qu'en 2024, on projette 25 milliards d'objets connectés. On le voit largement dans la presse, l'augmentation du nombre d'objets connectés. Et ça, quels que soient les secteurs d'activité, que ce soit dans le secteur de l'automobile, de la téléassistance, de tout ce qui est énergie, suivi de la température, comptage électrique, etc. Donc, des usages, il y en a à foison. Et donc, beaucoup de données analysées, parce que tous ces objets produisent beaucoup de données. Et c'est justement là où nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'aller investiguer cette thématique-là. Alors, Célia, qui est présente avec nous, a également partagé beaucoup d'informations intéressantes sur le journal du net, et notamment l'approbation du marché de l'IoT en France. Donc, même s'il n'est pas au niveau qui est espéré de progression sur l'usage des objets connectés en France, là, on a plus de 2678 millions d'euros générés en 2020 sur l'usage des objets connectés. Et ça continue de se développer très fortement. Donc, on voit que ce sujet-là n'est pas prêt de s'arrêter et que ça continue à se développer, avec des impacts collatéraux dont on ne parlera pas aujourd'hui, même si c'était quelque chose à prendre en considération. Et puis, en ce moment, il y a un problème qui revient régulièrement, mais ce n'est pas non plus l'objet de ce data-apéro, qui est la problématique d'approvisionnement de l'électronique et des objets connectés, qui pose un souci à tous ces acteurs qui utilisent des objets connectés. Donc, pourquoi faire de l'IoT? Alors, il y a plusieurs axes pour l'activer, et notamment pour aller générer du retour sur investissement, entre guillemets. Donc, c'est générer de la performance pour améliorer la qualité et la productivité opérationnelle. C'est de développer la rentabilité de l'entreprise, ou comment diminuer les coûts et suivre l'impact de son business model utilisant l'IoT. C'est également pour accélérer sa croissance et se démarquer au travers de nouveaux services et de nouveaux usages, des données qui pourraient être collectées au travers de ces objets. Et puis, ça permet également de se différencier de sa concurrence et de mieux connaître ses clients
ses utilisateurs. Là, on parle également de citoyens si on revient sur la Smart City. Du coup, ce sont des éléments incontournables. Quelle place les données tiennent aujourd'hui l'IoT? Alors, on a chaque année, depuis l'année dernière, on a lancé un observatoire de la maturité data des entreprises. On a plusieurs enquêtes qui tournent ou qui ont tourné en Île-de-France, en Occitanie. Et on a posé des questions sur l'usage des données par les entreprises d'Occitanie, notamment, aux dirigeants, pour savoir quels enjeux ils souhaitaient adresser avec l'usage des données. Donc là, on ne parlait pas d'IoT, on parlait des données au sens large. Les premiers enjeux arrivent bien souvent en tête, le pilotage de l'entreprise et ensuite tout ce qui est amélioration de la performance opérationnelle. Donc, on va voir que l'IoT permet de contribuer à ces différents usages et enjeux, améliorer la connaissance et la satisfaction de ses clients et puis faire de l'acquisition. Et arrive loin derrière, proposer de nouveaux produits et services et transformer le modèle économique parce que bien souvent, la vision est plus long-termiste alors que les premiers sujets adressés sont plus court terme. Donc, on a forcément moins de monde qui se positionne là-dessus. Et quand on pose la question sur quelles sont les données que vous exploitez le plus dans les entreprises, on a souvent, là, on a les données clients qui arrivent en première position avec les données financières et ensuite les données de production, donc toutes celles qui sont produites par les processus qu'on peut mettre en œuvre dans l'entreprise pour créer et produire. Et puis arrive très loin derrière l'open data, les données achetées, les données de recherche. Et on se posait la question de la place de l'IoT. Alors, on n'a pas posé la question cette année, ça pourrait être une question intéressante l'année prochaine, dans cet usage des données et pouvoir les croiser avec d'autres données de l'entreprise pour générer de la valeur supplémentaire. Bien entendu, si on commence à réfléchir à des usages qui permettent de générer de la valeur pour l'entreprise. Donc, pour en parler et pour parler de ces différents axes de génération de performance à l'aide de l'IoT, j'inviterai Emmanuel à présenter différents cas d'usage et nous faire part de ses retours d'expérience sur le sujet. Emmanuel, c'est à toi. Merci Gaël. Alors oui, il a fallu que je sorte quelques cas d'usage et tenir juste 10 minutes pour présenter une multitude de cas d'usage. Donc sur ces 4 facteurs, on va essayer de voir un peu ce que nous, on a pu mettre en œuvre et où on a vu des retours sur investissement qui étaient significatifs. Donc là, premier cas d'usage sur la maintenance d'équipement. Donc, c'est des capteurs assez simples où il y a une intelligence embarquée à l'intérieur qui permet d'analyser la signature vibratoire donc de moteur notamment. Et ce changement vibratoire fait donc une alerte disant qu'il y a une anomalie dans son mode de fonctionnement. Ce qui, dans le monde donc, de la maintenance, permet là de garantir un suivi de la qualité de sa ligne de production et d'un maintien. Donc, en fait, il faut que les moteurs de pompage, de relevage puissent continuer. Donc, slide suivant. J'ai pas beaucoup de temps, donc hop. Un autre exemple, là où le retour sur investissement a été sur l'optimisation des tournées. Alors, c'était celui-là que j'avais bien. Oui, ouais. Enfin bon, c'est même niveau. C'est le niveau de remplissage de cuves et de containers donc, qui permettent donc d'arriver à suivre s'il y a une intervention est nécessaire ou pas. Souvent, alors là, on l'utilise souvent dans des points d'apport volontaires aussi hein, pour des poubelles. Hein. Vous pouvez voir. Et là, il y a des pertes parce qu'on fait des tournées pour rien, des tournées à vide ou simplement il est à moitié rempli. Et l'objectif, c'est d'optimiser ces tournées. Et pour optimiser, c'est d'avoir une remontée de niveau. Donc là, c'est un capteur qui permet de mesurer à quelle hauteur est le contenu, donc soit du liquide, soit des rebuts, et d'arriver à avoir cette alerte pour planifier le lendemain les bonnes tournées au bon endroit. Donc ça a une maîtrise des coûts, un gain de temps et encore une optimisation d'un nombre d'interventions qui est plus pertinente. Autre analyse, donc toujours un peu dans l'industrie, puisqu'on a essayé de faire un focus industriel. Là, c'est un fabricant donc, de matériel d'analyse médicale in vitro, des analyseurs de sang, qui permet donc de changer complètement son modèle économique. C'est-à-dire que installer des machines et les déployer dans le monde, c'était son modèle historique. Le rendre connecté change complètement sa vision parce qu'il va faire de la télémaintenance maintenant. Il va pouvoir à distance mettre à jour les frameworks, voir les composants, enfin l'utilisation et l'usage qui en est fait de la machine, corriger les bugs et rien que sur ses premières installations, il a pu éviter de faire un déplacement par trimestre donc d'un technicien.
Et forcément, quand on a une machine qui est installée en Australie, en Amérique du Sud et qu'on est basé en France, vous voyez le retour sur investissement d'un simple routeur, carte SIM, même si c'est sécurisé complètement, parce que c'est avec des APN privés qu'on a mis tout ça en place. Là-dessus, ça a été un gain très, très significatif pour lui et rentable dès les premières installations. Donc là, on en reparlera un peu tout à l'heure dans la gestion d'un projet IoT, par quelle étape il est passé pour arriver à transformer complètement ces 10 000 machines. Alors, il ne les a pas encore toutes déployées, mais le but est là. Donc, comment ça change complètement son modèle économique et les compétences qu'il doit avoir en interne chez lui entre passer un modèle produit à un modèle service. Un autre suivi donc, dans le contrôle des températures, donc ça c'est du tracking de la traçabilité de la chaîne du froid, notamment pour des médicaments ou pour des denrées périssables. C'est un enjeu qui est réglementaire. Donc là, le retour sur investissement, il est plutôt lié au marché sur lequel adressent donc ces acteurs et surtout de garantir, parce que le bien qu'ils transportent a été transporté dans des bonnes conditions. Ils se retrouvaient à des clients qui leur refusaient donc la marchandise en disant on ne me garantissait pas que la température a été maintenue. Donc là, c'est des pertes colossales hein, quand on a des médicaments. C'est une chose donc ça peut être des hectolitres et des hectolitres. Donc là, tracking, géolocalisation, suivi de la température, même avec des vibratoires de choc pour savoir comment s'est comporté le transport et avec un suivi. Donc là-dessus, les alertes dès qu'il y a une baisse de température un peu significative pour anticiper. Ça peut être une panne du moteur de réfrigération du véhicule. Donc là, de l'anticiper pour qu'avant qu'on passe en dessous du seuil fatidique, il soit réparé et évité. Et non, tu as remonté là. Et le dernier, pour tenir le timing qui m'est imposé, c'est compteur d'eau, donc toujours dans le milieu industriel, où là, on est plutôt sur un côté rentabilité, c'est-à-dire maîtriser ses coûts d'achat. Ses coûts d'achat de matières premières, notamment de ressources comme l'eau. Certains de nos clients, alors on a aussi beaucoup de territoires intelligents, donc c'est-à-dire de smart city, mais des industriels qui ont une perte d'eau. Ils ne savent pas où il y a la fuite en fait. Et certains, c'est 40% d'eau qui perdent parce que forcément, c'est des installations qui sont vétustes, qui sont très complexes. Et donc, le fait de mettre des compteurs d'eau, des index qui remontent toutes les heures ou toutes les demi-heures, on peut régler ça en fonction donc, de la quantité, des débits, de la pression qu'il peut y avoir dans les tuyaux, permet d'arriver à identifier les endroits où il y a des fuites et cibler finalement les réparations. On a une cliente qui, dès la première semaine, s'est aperçue qu'il perdait 2 mètres cubes d'eau par jour. Donc, multipliez ça par votre facture, vous verrez combien ça fait. Et donc, il a pu le réparer très rapidement. Donc, ça, c'est des gains d'économie significatifs. Et on sait qu'en plus, dans cette période où l'environnement est important, il faut que l'économie de ressources naturelles aussi soit significative. Vous avez marre de voir J'aurais dû le mettre sur ma piscine l'année dernière. Par exemple. Voilà un peu, c'était un exemple. Il y en a d'autres. On n'a pas vu trop sur la connaissance client, mais on a aussi des exemples sur le retour, sur le fait de remonter des informations permet d'avoir une vision de l'usage qui est fait de l'équipement et d'éviter de faire des enquêtes. Mais ce que tu aimes bien, tu pourras parler des enquêtes de données. L'objet peut éviter ces enquêtes-là et le traitement de la donnée plus rapide. Super, merci Ménel. Comme tu as été bon en timing, tu as même des questions. Alors, on a 2 questions qui sont un peu plus techniques. La première, c'est quel cloud tu utilises pour stocker les données et construire les tableaux de bord? Très bonne question, j'adore cette question parce que donc, nous, on utilise un cloud souverain français pour garantir que les données restent en France. Nos clients, certains utilisent du on-premise, c'est-à-dire qu'ils veulent encore plus maîtriser l'infrastructure installée donc dans j'ai parlé d'APN privé tout à l'heure ou de LoRa qui peut être privé. Donc là, ça veut dire que
Les données ne sortent même plus par Internet. Elles passent directement donc, sur des réseaux qui rentrent directement sur les clouds des clients. Donc, le cloud qu'on utilise, nous, il est hébergé à La Ciotat, c'est ASP Server, mais il y a beaucoup de clouds en Occitanie, en France, qui garantissent donc, la souveraineté de la donnée. Super, Pour des merci. coûts qui sont équivalents, parce qu'on a regardé par rapport à Amazon ou donc Microsoft, et en travaillant les coûts, la complexité de calcul d'Amazon dessus, ça peut monter vite le stockage ou le débit, les transferts. Donc attention à ça. Super, merci. Et la deuxième question qui t'est posée, c'est est-ce que vous avez également regardé Sigfox pour le transport de la donnée? Oui, bien sûr, on utilise Sigfox. On est dans les premiers à utiliser Sigfox. C'est pas parce qu'on s'appelle Synox qu'on n'utilise pas Sigfox. J'ai pas fait de procès à Ludovic dessus. Au contraire, on est très complémentaires et on l'utilise pour tout ce qui est à l'étranger et quand on a besoin des transferts entre pays. Donc sur un panneau européen, sur du bas débit, faible coût énergétique, faible coût aussi pécunier. Sigfox nous permet de transporter. Donc, on a un tracking, quasiment on fait de la Russie jusqu'à la France en passant par l'Azerbaïdjan. Et donc, ça route et ça renvoie la donnée. Donc, on l'utilise Sigfox. Écoute, merci Emmanuel. Je vais pouvoir donner la main à Aline pour passer à ITK. Et puis, de toute façon, on reviendra vers toi juste après pour la table ronde. Très bien. Aline, donc, merci Emmanuel. Moi, je vais focaliser sur un seul usage puisque nous, on est une entreprise qui fournit des services pour l'agriculture et la chaîne agroalimentaire. Et notre métier, ce n'est pas de faire à profusion des capteurs. Ils sont là plus au service des logiciels qu'on met dans les mains des agriculteurs. Donc, tu peux aller plus loin, s'il te plaît, Gaëlle. Donc, en fait, en gros, ITK, sur les 100 personnes qu'on a, plus de la moitié, c'est des data analysts, des modélisateurs qui font des modèles qui traduisent un comportement vivant en logiciel d'aide à la décision. Donc, en gros, il y a une complexité de modèles qui est mise derrière des interfaces basiques avec des couleurs vert, orange, rouge. C'est le moment d'irriguer ou pas, c'est le moment de fertiliser ou pas, ou alors c'est juste des notifications aux agriculteurs. Donc ça, c'est notre métier d'origine. Et à l'origine, les seuls capteurs qu'on utilisait, c'était les images satellites. Et on se vantait un petit peu de ça en se disant on n'a pas besoin de capteurs. Et en réalité, on s'est rendu compte que le monde de l'agriculture, c'est un monde très matériel. Et venir vendre de l'immatériel à des gens qui ne sont pas habitués, c'est très compliqué. Alors qu'il suffit d'avoir un petit capteur quelque part pour en fait avoir la confiance du client final. Et on s'est rendu compte que ça a vraiment boosté les ventes parce qu'au final, c'est des gens qui sont habitués à acheter un bien. Et quand ils ont un compteur dans leur champ, un compteur d'irrigation, ils pensent que c'est lui qui a toute l'intelligence et qui fait tout. Et même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière, ils ont confiance parce qu'ils ont acheté un objet. Je vais faire le focus sur juste l'élevage aujourd'hui parce que c'est là où... donc oui, voilà, tu peux passer cette slide parce que c'est juste ce que je viens de dire. En fait, en vrai, ce qu'on fait, c'est le jumeau virtuel de la réalité d'une ferme pour pouvoir donner la possibilité à un agriculteur, à un éleveur de faire des tests. Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si je fertilise demain? Est-ce que ça a un impact sur mon rendement? Est-ce que c'est rentable ou pas pour moi de prendre cette décision? Et le fait d'avoir créé ce jumeau virtuel sous forme d'une appli simple lui permet de dérisquer ses décisions en cours de saison. Voilà. Donc, je vais faire le focus, Gaëlle, s'il te plaît, sur un de nos produits. C'est un capteur, du coup, qu'on met autour des coups des vaches, qui communique par LoRa avec une gateway placée dans la ferme. Ce capteur contient un accéléromètre. Il mesure en temps réel les mouvements de la tête de la vache. Et avec des algorithmes de machine learning et de traitement du signal, nous avons généré des services liés à ces mouvements. Donc, comme on détecte si la vache est en chaleur, on sait dire c'est le moment de l'inséminer. Sachez qu'une vache produit du lait parce qu'elle est enceinte. Et donc, en fait, plus on rate un cycle d'insémination, on rate un mois de lait.
Donc, il est très important de ne pas rater un cycle d'insémination pour ne pas rater une quantité de lait de produit sur un mois. Donc, ça, c'est le premier service. Le deuxième service, ça détecte la rumination et l'ingestion de la vache. Pareil, avec les simples mouvements de la tête, on peut les détecter. Et donc, en fait, dire est-ce que la ration qui est fournie à la vache, elle est équilibrée ou pas? Parce que si elle rumine beaucoup ou si elle n'ingère pas assez, on sait que sa ration n'est pas équilibrée. Et on peut en déduire les quantités de foin qu'il faut ajouter ou pas à sa ration. Ça détecte aussi son vélage. Donc, au moment où la vache est en train de véler, elle a un certain mouvement de la tête qui fait qu'on envoie une alerte à l'éleveur pour lui dire « Marguerite est en train de véler ». Et ça permet de diminuer les mortalités des veaux à la naissance et la mortalité de la mère aussi. Donc ça peut sembler simple, mais il faut savoir qu'un éleveur, il travaille 150 heures par semaine, il n'est pas aux 35 heures, lui. Il est tout le temps, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas la vache, il ne la met pas en week-end, donc il a un emploi de temps qui le fait exploser. L'éleveur est en souffrance, hein, il faut le savoir, en France et partout, avec la volatilité des prix du lait et le fait que ce soit toujours les Lactalis et compagnie qui lui imposent le prix du lait, il est aussi sous pression. Pouvoir gagner du temps et dormir un petit peu parce que quelqu'un veille sur sa vache qui est en train de véler, c'est très très important pour lui. Il y a aussi un dernier point important, c'est le bien-être des vaches. Alors, bien-être, c'est pas qu'elles vont bien et elles sont au spa, c'est pas ce qu'on veut dire par bien-être. Bien-être, ça veut dire du moment où la vache a des problèmes de santé, ça se traduit directement dans sa démarche et nous, on le détecte avec le capteur. Donc, on détecte si elle est en train de boiter, elle a des problèmes au pied, des problèmes de boiterie, des problèmes de santé. Et donc, voilà, avec un seul même capteur, on a pu générer tous ces services. Et on n'arrête pas, puisqu'on est en train de développer de nouveaux services avec ce même capteur. Donc, l'objectif pour nous, ce n'est pas de multiplier les capteurs, mais multiplier plutôt les services qui en découlent. Je voulais faire un focus, Gaëlle, la prochaine slide, sur l'évolution des ventes et surtout un focus sur le business model. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a pu percer sur le marché avec ce produit? Ce produit vient d'une boîte qu'on a rachetée en 2016 et qui vendait le capteur. Il vendait un capteur à l'éleveur, il vendait une gateway, c'était un coût, un prix, une vente une fois. Et les services derrière, c'était pas valorisé. Nous, quand on a repris la boîte, on a complètement changé le modèle. Nous, on vend un abonnement annuel par vache qui inclut le capteur. Donc, l'éleveur n'a pas à payer le capteur, il paye un abonnement pour le service par mois. Et plus il prend de services, soit il prend le bouquet, soit il prend un service. Et du coup, il a des prix d'abonnement liés au bouquet ou à un service. Ça a changé complètement la donne au niveau des ventes parce que l'éleveur n'a pas à... Il perçoit plus l'intérêt du service qu'il achète plutôt que du capteur lui-même. Mais en même temps, il y a un objet, donc ça le rassure. Et récemment, très récemment, on a fait la même chose avec la gateway. Donc, on vendait d'abord le service, mais on vendait la gateway à part à 2 000 € en one shot. Et là, on a fait encore différemment. On a inclus la gateway dans l'abonnement. Et donc, aujourd'hui, l'éleveur n'a à payer rien en upfront. Il paye juste un abonnement. Et la gateway et le capteur sont mis à disposition. Et depuis qu'on a intégré la gateway, il y a une flambée des commandes. Donc, c'est quelque chose de très positif. Et ce que je voulais dire, et le focus que je voulais faire, c'est au-delà des services, le business model est très important. En tout cas, nous, c'est notre retour sur expérience. Donc, maintenant, on est dans un problème de riche. On a beaucoup de commandes et le problème, c'est la fourniture. Avec la pénurie des composants, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif. J'ai une dernière slide qui est une enquête qu'on a menée auprès de nos utilisateurs. Donc, on a un club utilisateur privé qui, lui, vraiment a une utilisation particulière du produit et c'est lui qui nous conseille sur les besoins qu'ils ont pour qu'on puisse améliorer nos services. Et après, on a d'autres utilisateurs. Et en fait, après une enquête menée, on s'est rendu compte que le premier bénéfice perçu par les utilisateurs, c'est le gain de temps. Comme j'ai dit, les éleveurs, c'est leur denrée rare, le temps. Donc, c'est vraiment la valeur perçue, elle est là-dedans.
l'augmentation de production de lait parce qu'on ne rate plus des cycles d'insémination, il y a moins de mortalité des veaux et de leurs mères, une détection précoce des maladies et un meilleur pilotage de la nutrition. Et donc voilà, ce produit et ce service atteint son objectif. Et l'IoT ici, il est venu, c'est pas ce qui est en premier vu par l'éleveur qui est lui très peu technophile. Donc ça devait être facile d'installation et surtout ne pas parler très techno, ça devait être hyper simple. Mais derrière cette complexité dans le produit et cette complexité dans le service perçu est simple et c'est ça l'objectif. Super, merci, très clair Aline, très complet. Puis on a cette vision des retours sur investissement pour l'éleveur qui sont intéressants et pas, voilà, aussi le gain de temps, si j'ai bien compris, qui était très important pour lui sur sa qualité de vie. Donc, très clair. J'ai une question pour toi. Alors, on revient sur la technique, on revient sur le cloud. Quel est le cloud que vous utilisez pour FarmLife? Alors, on est en France, on est sur OVH. On a beaucoup été poussé pour mettre nos services sur FarmBeats de Microsoft, sur Azure. Et en fait, on s'est rendu compte que juste les prix allaient exploser. Donc, c'était vraiment pas la peine pour nous. Donc, ils ont essayé de pousser vers oui, mais on va vous aider à vendre plus avec du co-selling. Oui, mais le prix qu'il y a derrière au niveau de l'hébergement et le nombre de simulations extrêmement élevé aurait explosé les coûts. Maintenant, pour les États-Unis, on est obligé d'héberger aux US. Et puisque là, on est en train de pousser le produit en Chine, alors j'ai la problématique d'hébergement des données en Chine que je n'ai pas encore résolue. C'est clair, ça va nous permettre de passer à Greg, qui du coup va avoir plus de 5 minutes. Je t'ai réduit ton temps, mais bon. Ouais. C'est intéressant ce que disait Aline là sur l'histoire de l'arrivée de ces objets connectés dans son modèle, parce que nous, on en est un peu on a démarré comme ça en 2012. Sur cette vague idée qu'il serait intéressant de traquer des containers dans une logique de smart transport dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Mais on est arrivé sur ce marché par la technologie. On a voulu construire une box parce qu'on s'est dit que équiper un container d'un objet connecté pouvait avoir des intérêts. Alors, un petit mot là-dessus. Hein, nous, nos clients, ce sont des grandes ce qu'on appelle les shipping lines, c'est-à-dire des armateurs, hein, dont une est très présente en France, CMA. Par exemple, ce sont ces compagnies qui affrètent et exploitent des gros porte-containers là, dont on a pas mal parlé ces derniers temps sur plusieurs sujets. Je vous donne quelques métriques. C'est les gros porte-containers comme celui qui s'est mis en travers dans le canal de Suez. Il y en a à peu près 6000 qui voyagent tous les ans. Sur ces 6000 containers, on a 75 millions à peu près de containers en circulation. Un bateau comme ça, on emporte à peu près 20 000. Donc, c'est un marché sur lequel on est arrivé en 2012, qui est un océan rouge. Hein. Il y a une guerre des prix féroce entre les différents acteurs de ce marché. Donc, on est sur des petites marges. Et ça implique une course au gigantisme, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur des problématiques de gestion de flux qui sont très fortes. Nous, on est arrivé là-dedans donc par la visibilité. L'idée, c'est vraiment le use case qu'a décrit Emmanuel, hein, le smart transport. Où est mon container? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Quelle température il a subi? Quelle humidité il a subi? On s'est assez vite rendu compte qu'en fait, aborder le truc comme ça ne suffisait pas. Parce qu'en fait, on parle pas quand on parle de technologie comme ça, on ne parle pas des problèmes que rencontrent nos clients et en quoi est-ce que la mise en place d'un objet connecté sur chacun des 15 millions de containers que pourrait avoir CMA potentiellement a un intérêt. Si tu veux bien passer au… Ouais. Et donc, on a depuis 2 ans une approche… Non, si tu… Tu peux revenir. Ouais, voilà.
La question qu'on adresse maintenant et depuis 2 ans, c'est quel problème on veut résoudre en fait. Alors, dans ces containers, on a plusieurs capacités. On a évidemment un GPS. Il faut savoir qu'on équipe donc des containers dry, ce qu'on appelle dry, donc qui ne sont pas électrifiés. Pour des questions de logistique, il serait impossible d'imaginer recharger ces capteurs. Donc, ce sont des capteurs qui sont conçus pour durer 5 ans, équipés de batteries pour 5 ans et qui, parce qu'ils ont à communiquer dans des zones qui sont partout dans le monde, on ne peut pas utiliser des plateformes comme Sigfox ou LoRaWAN parce que bien trop peu implantées. Donc, nous, on communique par GSM. Évidemment, quand on est inland, on ne communique pas lorsqu'on est à bord d'un bateau au milieu de l'océan parce que le satellite, voilà, on ne peut même pas y penser. Donc, mais ça, c'est pas très grave parce que les bateaux, on sait où ils sont et on sait sur quels bateaux sont les containers. Et donc, on a cette problématique de la capacité électrique qui fait qu'on est assez vite limité, et ça, c'est un sujet auquel il faut faire attention. On est assez vite limité dans le nombre de communications qu'on fait, dans les capteurs qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on essaye de résoudre comme problème? Alors, d'abord, il y a la dimension logistique. Là, on s'adresse aux clients de nos clients. Donc, on est sur des Michelin, des Ikea, des gens qui affrètent, qui commandent des transports de Shanghai à Rotterdam et qui ont envie de savoir où est leur container, essentiellement pour une raison logistique. Quand les 15 containers qui sont sur le bateau qui arrive à Rotterdam ou à New York pour Ikea sont là, Ikea va mobiliser des transports, des types de transports différents, du train, du camion, ça dépendra. Mais il faut à peu près 3 jours à Ikea ou à d'autres pour s'organiser et avoir les équipes disponibles sur le port pour embarquer les containers. Et on parle de choses qui sont assez volumineux, qui utilisent beaucoup de place dans les parkings, avec des pénalités quand on garde un container trop longtemps sur le parking du port. Et donc, une des informations dont ils ont vraiment besoin, c'est d'avoir une idée le plus précise possible de quand est-ce que leur container est prêt à être enlevé. Et être prêt à être enlevé, surtout en ce moment où les ports sont tous à peu près congestionnés, ça veut dire que le port, que le bateau a été déchargé, que le container a passé toutes les étapes, notamment la douane, qu'il a attendu, il a pris son ticket, puis il a attendu qu'on s'occupe de lui pour être mis dans un endroit où on peut venir le chercher. Et ça peut prendre plusieurs jours. Et donc, ces grandes compagnies ont besoin d'avoir de meilleures informations pour pouvoir ajuster leur force logistique pour amener les containers au port. Ça, c'est le premier use case. Et puis, on a tout un tas d'autres use cases. Par exemple, on va détecter quand le container est en mouvement. Par la data, on sera capable de reconnaître s'il est sur un camion, sur un train, dans un bateau ou en train d'être chargé à bord. Si tu peux revenir, Gaël, juste sur le... Voilà, donc ça, ce sont des infos aussi qui affinent la maîtrise logistique de où est-ce qu'en est le container. On a la capacité de détecter des chocs. Donc, pourquoi est-ce que quand j'ai ouvert mon container, j'ai constaté que ma marchandise, ma cargaison était endommagée. On est capable de localiser où a eu le choc, qui en était responsable à ce moment-là. On détecte les ouvertures de portes, ça c'est extrêmement important pour le vol, pour savoir aussi que l'armateur connaisse le moment où le container a été chargé et puis où il va être déchargé. Et puis, je l'ai dit, les parties humidité, température pour les cargaisons qui nécessitent de maîtriser ça. Tout ça, ce sont des use cases, et la difficulté qu'on rencontre, c'est comment est-ce qu'on valorise le ROI en face de tout ça. Voilà, bon, je vais pas m'étendre. J'ai combien encore? Là, tu as mangé ton temps, là, mais on peut quand même terminer non, sur mais ta je m'arrête là et puis peut-être on en parlera aussi tout à l'heure. Alors, puisque la question a été posée
sur les deux premiers, sur pour Emmanuel et Aline. Nous, on est chez AWS. Cette question de la localisation en France n'est pas vraiment un sujet pour nous, puisque on est sur un marché complètement international. Et voilà pour le... Merci Greg. Du coup, je vais pouvoir enchaîner avec la table ronde et avec des questions. Et puis, n'hésitez pas, si vous-même vous avez des questions à adresser à nos intervenants, n'hésitez pas à les pousser dans le chat ou dans le coin questions-réponses. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, première question que je voulais vous poser, et ça, c'est plus une question qui s'adresse à Emmanuel, puisqu'elle touche tous les sujets IoT. Quelles sont, d'après vous, les étapes clés pour la mise en œuvre d'un projet IoT depuis ses conceptions jusqu'à cette fameuse valorisation du ROI, enfin, du moins, le fait de bénéficier des fruits de la mise en œuvre de ce type de projet? Emmanuel, tu peux… Vaste question. C'est pour ça que c'est que pour moi. Alors, quelles sont les étapes? Je pense que déjà, une première étape, c'est que la direction soit complètement impliquée, parce qu'un projet IoT est souvent très stratégique et ça va changer beaucoup de choses dans une entreprise. Donc, il faut le prendre très en amont au niveau organisationnel. C'est pas que faut pas le prendre sur un aspect technologique, il faut le prendre sur un aspect aussi organisationnel dans l'entreprise. Donc, la direction doit savoir à quel enjeu doit répondre finalement un projet IoT. Parce que IoT, c'est qu'une techno pour dire on remonte de la donnée. Tu es bien placé pour savoir que la donnée, elle est importante. On peut l'avoir de différentes façons, cette donnée. Et IoT, c'est dire on a la donnée par un objet quelque part qui est dans un contexte qui nous ramène de l'information contextuelle. Après, derrière, c'est le ROI, on va en parler aussi, il est important. C'est-à-dire comment on va le financer? Est-ce que c'est, on a vu les 4 facteurs un peu dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on est là pour développer un nouveau service, une nouvelle offre, un nouveau marché, donc ça va nous générer potentiellement du chiffre d'affaires? Ou est-ce qu'on essaye de réduire une facture? Est-ce qu'on essaye d'avoir une compréhension et d'avoir des informations sur une compréhension d'un usage? Donc là, le budget ne va pas être le même, mais ne va pas être en conséquence. Il va avoir un peu son budget, même si on sait que dans le temps, ça se construit, un budget, le retour sur investissement et finalement le modèle économique et le bénéfice qu'on va avoir grâce à un projet IoT va se construire parce qu'on va apprendre par les itérations. Donc ça, après, c'est un peu, je dirais, les étapes suivantes, c'est ne pas… moi, je suis un fervent défenseur de l'agilité, forcément, on est dans le numérique, mais cette agilité-là, cette itération permet de mieux comprendre ce qu'on peut mesurer, comment on peut le mesurer, à quoi ça va servir, qui va être intéressé à l'intérieur donc de les structures, parce qu'il y a le DAF qui va être intéressé à un moment donné, mais il y a le responsable d'exploitation, il y a les agents en terrain au niveau installation qui vont voir différemment l'installation. Donc, les itérations vont permettre de construire ça. Et les 2 acteurs qu'on a, donc Grégoire et Aline, construisent des objets connectés. Mais ils savent très bien que pour fabriquer un objet, quand on a besoin d'en faire 100 000, il faut qu'on soit sûr de l'objet. Il faut qu'on ne va pas le modifier, on ne va pas changer un paramètre, un dimensionnement, un casing, un niveau de batterie qui va être différent. Donc, c'est pour ça qu'au début, tant qu'on n'est pas sûr de monter en puissance, il faut passer par des phases qui sont souvent, nous, on préconise un proof of concept, une phase pilote, donc une phase d'expérimentation, et comme ça, construire jusqu'à la production derrière pour équiper. C'est faux, j'ai vu aucun projet qui partait one shot en disant j'achète un objet, j'en déploie 10 000. C'est faux. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, bon, moi, j'en ai pas vu. Et pardon? Ouais. Vas-y, non, je te laisse finir. Non, après, cette valorisation, ce ROI, c'est d'arriver on voit que on pense souvent, qu'on voit l'investissement hardware et solutions, et on essaye de voir comment on va rentabiliser ce coût-là. Mais il y a beaucoup de retours sur investissement qui sont annexes. Le gain de temps, par exemple, passer par une personne à chercher une information. J'ai des clients qui ont 3 personnes
qui passe son temps à aller chercher des véhicules sur un parking parce qu'ils ont une livraison de 5000 véhicules Clio blanches sans plaque d'immatriculation et il faut aller récupérer tel véhicule. Et ben là, avec les clés, ils font bip, 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 bip pour savoir où ils sont, alors que forcément, la solution de savoir où elle est localisée exactement permet donc de gagner un temps considérable. Et le temps humain, c'est une première source de retour sur investissement qu'on ne voit pas forcément au départ. Du coup, merci Emmanuel. Et je demanderais quand même à Aline peut-être de nous préciser, elle, sur ce que vient d'expliquer Emmanuel, quelles sont peut-être les particularités que vous avez eues chez ITK et notamment sur ce parcours avec la vache, entre guillemets, le use case de la vache. Est-ce que tu as des choses à compléter par rapport à ce qu'a dit Emmanuel? Oui, alors nous, on a racheté une entreprise qui avait déjà conçu l'objet. Sauf qu'en fait, les taux de retour, et c'est une entreprise qui a fait faillite, hein, on l'a récupéré avec beaucoup de dettes, on va dire. Le taux de retour du capteur était de plus de 25%. Donc, je rejoins parfaitement Emmanuel sur le fait que ce n'est pas parce que je produis un capteur que je peux le lancer dans la nature et que j'ai un retour sur investissement qui est plombé par les taux de retour, en fait, parce que le produit n'est pas fiable. Donc, le travail qu'on a fait, nous, c'est aussi d'industrialiser cette production et de baisser le taux de retour à moins de 1%. Et c'est comme ça qu'on a pu monter en puissance après. Donc, c'est très important. Et puis après, une fois que le capteur est terminé, il y a aussi des composants qui tombent en obsolescence. Donc, il faut aussi être tout le temps en veille sur les composants qui composent ce capteur-là pour pouvoir l'améliorer avec le temps, parce que c'est pas figé, hein, c'est pas une fois pour toutes. Donc, nous, aujourd'hui, on est face à ça aussi, hein, dans la vie d'un capteur qui n'est pas juste figé une fois qu'il a fini d'être conçu et industrialisé. Oui, d'accord. Je vous propose de passer à la question suivante. Je compléterai, c'est intéressant ce que dit Aline, parce qu'il y a des capteurs où il y a besoin de calibrer aussi dans le temps. Hein. Ouais. Et la calibration, c'est un coût parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut récupérer le composant, il faut changer. Donc ça, des fois, ce n'est pas pensé au départ, comme tu l'as très bien dit, le coût de l'installation, de la manière dont on installe un capteur. Moi, je vois des capteurs où il faut dévisser 6 vis pour changer une batterie. Quand vous en avez 10 000, vous pourrissez celui-là qui a conceptualisé le capteur et qui n'a pas mis des choses où les batteries seront amovibles beaucoup plus facilement. Donc ça a pensé dans la phase d'installation, de maintenance donc de la solution. Merci Emmanuel, parce que vous me permettez de faire la transition et du coup je recommencerai par Grégoire sur les difficultés qu'on peut rencontrer ou qu'on peut anticiper sur ce type de projet. En le moment, on va réfléchir au sujet, on va poser son business plan, on va réfléchir à comment faire évoluer son modèle économique éventuellement ou le ROI qu'on pourrait les générer. Puis après, il y a la vraie vie. Grégoire, est-ce que tu peux te positionner sur cette question des difficultés qui sont rencontrées? Il y a une étape qui pour nous a été est toujours extrêmement complexe, c'est toute la validation mécanique en fait, parce que notre objet est fixé sur un container, il est soumis à des contraintes qui sont extrêmement rudes, que ce soit les chocs qu'il va subir au travers de sa vie, ou les températures ou l'humidité, le sel, etc. Et et pour le tester, il faut l'envoyer sur le terrain. Donc, en fabriquer, les poser sur les containers, attendre que le container il fasse suffisamment de voyages pour avoir de la donnée. Tout ça, c'est très long. Et pour moi, la difficulté, en plus, moi, je viens du digital, vraiment avec des approches très agiles où on veut tester un truc, en quelques semaines, on est capable de mettre un proof of concept devant un client. Là, on est en train de penser notre prochaine box et on sait que on part pour 18 mois. C'est-à-dire que avant d'avoir quelque chose d'industriel qui va pouvoir être vendu sur des volumes importants, on est sur 18 mois. En 18 mois, il y a plein de choses qui peuvent changer, que ce soit sur la techno, que ce soit sur les besoins marchés, sur des nouvelles entrants, etc. Il y a ce truc un peu d'insécurité liée au délai que entre la conception, les certifications, la fabrication, etc., au délai que ça amène. Et parmi les problèmes que ça pose, c'est
quel capteur on met dedans, en fait. Où est-ce que je mets le curseur entre ce que je sais avoir besoin maintenant parce qu'on a des use cases établis qui sont intéressants et quels sont éventuellement les capteurs que je vais avoir envie d'ajouter au cas où la donnée qu'ils remonteraient me permettrait d'être plus fin sur tel algo ou de proposer de nouveaux use cases. Et on a eu un peu tendance à mettre un peu trop de trucs dans nos box et donc de se retrouver avec des box un peu trop chères à la vente et puis avec des risques de panne qui sont un peu plus grandes. Ça, c'est le premier sujet. Il y a une deuxième difficulté qu'on a rencontrée et qu'on rencontre toujours, et surtout dans le contexte où on est, qui est un contexte de mobilité très forte. On est sur des zones géographiques mondiales. C'est le fait qu'il y a finalement assez peu de standards dans ce marché de l'IoT. Un exemple qu'on vit en ce moment, c'est notre prochaine box sera capable de détecter les départs de feu. L'intérêt, il est évident, c'est si un feu se déclare dans un container, le risque, c'est de perdre le navire lui-même. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, les armateurs nous demandent de travailler là-dessus. Donc, le capteur, pas de problème. Le truc, c'est comment est-ce qu'on va, si on détecte un feu, comment est-ce qu'on sera capable de remonter l'alerte ? Et là, on se retrouve face à un de nos armateurs qui a équipé en gateway basse fréquence LoRaWAN ses bateaux. Problème, quand tu es en Chine et quand tu es aux États-Unis, ce n'est pas la même fréquence. Donc, comment est-ce qu'avec nos problèmes de batterie à nous, déjà, c'est compliqué. Un autre armateur, lui, a choisi du LoRaWAN 2G4, donc, qui est le truc fait pour ça et pour être worldwide. Sauf qu'on est sur des standards qui ne sont pas complètement aboutis ou en tout cas qui sont pas complètement frais. Le troisième, lui, installe des gateways GSM. Mais nous, on ne peut pas affronter l'ensemble de ces trucs. Et c'est vrai que ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ce manque de standards est assez parfois complexe à gérer. Mais le truc le plus marquant, c'est Aline l'a très bien dit, c'est quoi le use case en fait, c'est quoi le use case qu'on veut résoudre et comment on le valide quand le client lui-même, comme le disait Emmanuel, n'a pas forcément conscience de l'ensemble des apports que pourrait amener la mise en place de l'IoT, qui vont venir une fois qu'il en aura, en fait. Et c'est ce truc, quand on passe du digital comme moi à l'IoT, il y a vraiment ce truc on est sur des choses matérielles et qui ont des temps caractéristiques qui sont très différents et des enjeux très différents. Du coup, là, je rebondis un petit peu sur cette question qui est de dire comment anticiper, comment essayer de valoriser des choses qui sont quelquefois difficiles à anticiper. Enfin, Emmanuel disait tout à l'heure, on avance par itération. Je vais revenir à toi peut-être, Emmanuel, sur le ROI qu'on peut espérer de ce type de projet. Comment le calculer? Enfin, en gros, comment se donner un peu de vision là-dessus et se donner des bonnes pratiques? Lequel usage est important. Moi, je peux donner des exemples, en fait, si tu veux, de retour sur investissement qui permettent de voir un peu de quelle manière. Moi, j'ai un client qui me dit j'ai investi 1 euro et ça m'a fait gagner 29 euros. Je dis, mais comment. Déjà, j'ai dit j'aurais pu facturer plus cher. Franchement, je suis dégoûté. Mais de l'autre côté, ça montre que. Il a réussi à calculer finalement que le fait d'avoir de l'information, ça lui faisait gagner du temps. Et il a pu mesurer finalement ce temps-là économisé par le salaire qu'il a économisé ou qu'il a pu affecter à d'autres tâches. Un autre qui est un peu plus simple, c'est qu'on peut arriver à mesurer qu'ils avaient gagné une intervention de plus par jour. Donc, grâce au fait qu'ils aient des capteurs, parce qu'ils ont optimisé le parcours, ils ont anticipé, et donc une intervention, 70 € l'intervention, multiplié par 20 jours ouvrés, ils ont calculé
combien ça leur a rapporté. Donc, on voit du moment qu'on peut arriver à ces métriques-là, à ces mesures-là. La quantité d'eau, là, c'est sur les factures. Donc, sur la rentabilité, on équipe beaucoup en ce moment de bâtiments pour avoir justement des phases de référentiel. Combien on mesurait avant, travailler sur les actions et mesurer après l'impact. Et donc là, on a le delta. Donc, c'est comme ça que sur des petites, déjà des itérations, c'est-à-dire des prototypages, des exemples types, et après dupliquer ce modèle-là de retour sur investissement. Et c'est comme ça que les clients disent « OK, on y va », parce qu'on a pu prouver, mesurer sur les choses. Sur les déplacements, éviter les déplacements à distance, ça aussi, même avant de lancer, ils avaient déjà calculé qu'un déplacement, ça leur coûte 3 000 € un déplacement. Donc, derrière, un souvent, objet il y a connecté. des intuitions. Ouais. Souvent, ça part d'intuition métier où on dit, voilà, je pense que si je mets ça en œuvre, enfin, le sujet de valorisation des données, c'est ça. Hein. Si je mets ça en œuvre, je vais vraisemblablement gagner tant de temps, tant d'argent si je mets cette pratique en œuvre. Exactement, mais bon, là, on est avec des responsables d'exploitation produits qui ont besoin de prouver à leur direction et d'avoir un gros budget derrière. Donc, ils ont besoin de données tangibles, réelles. Ouais, mais, Et après, le meilleur retour sur investissement, en fait, c'est souvent l'expérience utilisateur, donc final, qui ont un ressenti aussi et qui, eux, valident la solution. Et ça, c'est difficilement quantifiable, en fait, à part une satisfaction client. Et là, on ne faut pas le négliger aussi comme retour sur investissement. Après, calculer le ROI espéré et le calculer pour nous, entreprises qui vendons ce capteur, c'est une autre question. Ah oui, ce n'était pas la question. Non, si, je n'ai pas répondu à celle-là. J'essaie juste de la regarder d'un autre point de vue aussi. Tu as raison, tu as raison. Parce que pour nous, en fait, il y a cette perception de satisfaction qui va aussi conditionner le prix, qui est plus le prix auquel l'utilisateur final est prêt à acheter ce service, et que nous, derrière, on doit prendre et dire, bon, OK, quand est-ce que je vais atteindre mon point mort avec ce prix et à quel volume? Et est-ce qu'un jour, je vais être rentable sur tous les investissements que j'ai faits? Et ça, c'est une vraie question parce qu'il n'y a pas que le coût du capteur, il y a tous les coûts derrière du service après-vente, du déploiement. Et donc, ça, c'est une autre question. Pouvoir atteindre les volumes, c'est la question clé. Et quelque part, c'est pour ça que je vais finir avec cette dernière question. Et tu as très bien fait le lien, merci Aline, sur comment penser à un modèle économique pérenne. Alors, c'est un peu la question pied dans le plat, mais en limitant le risque de se planter. Alors, c'est volontaire, c'est un peu cliché, mais vous, s'il y avait des ingrédients à partager ou des bonnes pratiques, toi, Aline, typiquement, qu'est-ce qui te vient en tête? Alors nous, comme on s'adresse à un client qui n'est pas très riche, ça veut dire l'éleveur, on a fait en sorte de diminuer au maximum le CAPEX, le prix upfront que lui n'a pas en fait. Ce que peut-être Grégoire n'aura pas comme problème, mais nous, on s'adresse à une population voilà, qui n'a pas beaucoup d'argent, donc on a fait un business, on est allé vers un business model où l'abonnement est le plus faible pour lui et il n'y a pas d'upfront. Et on se rend compte que c'est ce qui fait que par rapport à nos concurrents, nos ventes, nos commandes flambent. Est-ce que c'est le bon choix pour tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le public auquel nous on s'adresse, c'était le bon choix. Ok, merci Aline. Peut-être Greg, tu veux compléter par rapport à toi, tes retours d'expérience sur le sujet? Oui, moi je crois que la question, quand on est dans des domaines comme ça, c'est de la technologie, c'est sexy, enthousiasmant de faire de l'IoT, des plateformes de visibilité, de l'algo, du data. Mais en fait, le vrai problème, c'est l'IoT, Emmanuel le disait, c'est une commodité. La question, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre en fait? Et pour ce problème-là, quel est le prix que notre client est prêt à payer pour ça, pour résoudre ce problème-là? Nous, on a une expérience en ce moment que je partage, c'est quand on dit qu'on veut résoudre le problème de la visibilité, où est mon container en fait, hein, on oublie qu'il y a d'autres façons que l'IoT pour résoudre ce problème-là.
Et donc, la question auquel on est confronté, c'est en quoi est-ce que l'IoT est un avantage déloyal par rapport à des solutions qui n'en ont pas besoin. Et c'est indépendamment de est-ce qu'on est sur de l'upfront ou de l'abonnement, ça c'est important. Il faut sortir de ce truc de je vends un composant qui me coûte un prix et sur lequel je vais mettre une marge. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi le problème du client qu'on veut résoudre et combien il est prêt à payer pour ça. Et on en sort vite de ce basique, je trouve. Enfin, en tout cas, sur l'expérience qu'on peut en avoir. Mais c'est bien de revenir aux essentiels. Et au final, on se rend compte que même si c'est un projet IT, etc., on revient toujours aux vraies questions. C'est le modèle économique. C'est quoi ta proposition de valeur? Qui tu as en face et qu'est-ce qu'il est prêt à débourser pour pouvoir acquérir ton offre de service, ton produit, etc. Ok, super. Merci pour vos contributions à tous les trois à cette table ronde. Il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure pour terminer ce data apéro. Et donc là, je vous proposerai d'élargir un peu le scope et puis de revenir sur ces sujets de valorisation des données, puisque vous l'avez compris, chez nous, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Je voulais revenir sur déjà les données au sens large dans l'entreprise. Là, on parlait beaucoup d'IoT, mais les premières données dont on dispose, c'est quand même, elles proviennent des logiciels de l'entreprise. Et c'est les premières données qui peuvent être exploitées pour permettre de générer de la valeur et qui peuvent être par la suite croisées avec les données IoT pour enrichir. Et ces données peuvent venir des différents métiers avec les ERP, les CRM, les logiciels comptables. Elles peuvent être contenues dans d'autres formats que des bases de données ou des logiciels. Ça peut être des PDF ou des fichiers Excel. Donc la donnée se cache partout, c'est un petit peu comme la poussière. Elle peut provenir, ça peut être des données techniques. Quand vous faites des audits, vous allez relever des températures. Si vous n'avez pas encore connecté, c'est des éléments qui peuvent venir alimenter vos sources de données. Bien entendu, on a parlé des objets connectés. Et puis, de plus en plus, on voit en gros la profusion d'open data qui viennent de nos collectivités locales et acteurs publics. Alors, attention en mettant un petit warning sur leur exploitabilité ou leur exploitation directe, puisque bien souvent, elle nécessite d'être retravaillée, la qualité n'étant pas toujours au rendez-vous. Dans tous les cas, la donnée de partout et la question qui pourrait se poser, c'est vous, les mettez-vous à profit? Comment les exploitez-vous? C'est pour ça que chez DataSuiting, nous, on a décidé de développer, et là, quelque part, je mettrai en avant nos services, deux axes de travail sur les sujets de la donnée. Donc, le premier axe que j'avais développé tout à l'heure, c'était de dire, voilà, la direction qui se pose des questions, de dire, voilà, j'ai des données qui peuvent provenir d'objets connectés, mais également peuvent être croisés avec d'autres sources de données de l'entreprise pour servir la cause de l'entreprise. Comment les mettre à profit? Comment démarrer mon aventure? Donc là, on a développé ce qu'on appelle, nous, un diagnostic data qui est cofinancé par la BPI, puisqu'elle prend en charge 50% de ce diagnostic, si vous êtes éligible. Donc, il faut être une PME de moins de 1000 collaborateurs et qui va permettre de traiter ces différents enjeux qu'on a pu entendre au travers des retours d'Aline, de Greg ou d'Emmanuel sur interrogeons-nous sur les usages, les enjeux de l'entreprise, en quoi cet usage des données va permettre de servir la cause de l'entreprise et en quoi elle va servir son modèle à 4-5 ans et sa vision. Et l'idée, c'est qu'on aille balayer ces différents usages, regarder l'investissement que ça va nécessiter de les mettre en œuvre, à la fois un investissement technologique, mais également humain, de compétences, et de regarder le ROI que ça va permettre de générer, donc les fameux calculs, les estimations qu'on peut faire sur le gain de temps, le gain d'argent, le développement du chiffre, etc., selon les axes que l'on va retenir, pour ensuite cadencer les projets dans le temps au regard des priorités de l'entreprise. Et encore une fois, on se positionne à l'échelle de l'entreprise et de son modèle économique, et non pas de sujets très technologiques, parce que bien souvent, quand on rentre sur ces sujets, on a des interrogations qui sont très vite technologiques, alors que la vraie question, c'est est-ce que les usages que je compte mettre à profit vont servir à la cause de mon entreprise et vont permettre de développer sa rentabilité, sa pérennité à plus long terme. Donc ça, c'est la première démarche. Donc on a déjà travaillé avec des acteurs qui passent du côté industriel classique à industriel qui connecte ces objets et qui change son modèle économique. Donc, voilà, il y a différentes phases à passer qui ne sont pas évidentes, même psychologiquement. Et puis après, on a une deuxième approche qui est de dire aujourd'hui, vous avez des données, vous ne savez pas forcément quoi faire, vous ne savez pas s'il y a de la valeur à aller chercher derrière. Nous, on a travaillé sur des projets qui impliquaient différents types de sources de données. Et typiquement, là, on a le musée d'Orsay qui est un exemple, où on a développé une logique de prédiction de l'affluence au musée parce qu'ils avaient besoin de garantir un temps d'attente maximum pour les gens qui réservaient leur ticket sur Internet, donc leur réservation. Et pour pouvoir le faire, ils avaient besoin de prédire l'affluence au musée d'Orsay de gens qui venaient en spontané. Et pour pouvoir avoir cette information, on a été collecter
des données qui sont déjà disponibles au niveau du musée d'Orsay, qui sont contenues dans les caméras de comptage, dans les portiques de sécurité, dans le système de billetterie à l'entrée, donc qui nous permettent d'avoir des informations qui vont enrichir notre modèle, mais également pour voir l'influence sur les flux au musée d'Orsay, des données sur la météo, sur les transports, sur les calendriers scolaires, sur les événements concurrents, qui nous ont permis de mettre en place un algorithme permettant de prédire l'affluence et permettant de définir des quotas de billets à mettre en ligne pour garantir ces 30 minutes d'attente maximum au musée d'Orsay à l'aide d'équipes qui sont déjà quelque part prépositionnées en fonction de ces prédictions. C'est des exemples, mais aujourd'hui, au travers des usages qu'on peut avoir de la donnée, on peut répondre à beaucoup de questions. Le tout, c'est de se poser les bonnes questions peut-être au départ. C'est un petit peu l'objet de nos accompagnements. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nos intervenants sont encore là. Il nous reste une dizaine, un petit peu moins de 10 minutes. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des réponses. Célia, je ne sais pas si cet angle d'attaque a été intéressant pour toi. En tout cas, on espère que ça a été riche en enseignements. Donc, dans le prochain Datapéro, on parlera CRM et l'idée, c'est comment faire aimer votre CRM à vos commerciaux, parce que c'est un petit peu la problématique de beaucoup d'entreprises au travers de l'usage qu'on peut en faire au quotidien, mais également de l'enrichissement de la donnée qui peut être faite ou des sujets de connaissance client qu'on peut améliorer au travers d'un bon usage de son CRM. Voilà, si je n'ai pas de questions, je pense que tout le monde a envie d'aller déjeuner. Ah non, attaquer l'apéro maintenant, pour ça. J'ai pas sorti la bière pour cette fois. Tu vois, la semaine dernière, j'ai sorti la bière en fin d'apéro. C'était pas un apéro, mais on a sorti la bière quand même. Et effectivement. Si on le fait à chaque fois, on n'est pas bien. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. C'était super. Merci. J'ai appris plein de choses moi aussi, donc très bien. Merci pour l'invitation. Bravo. À très bientôt. Merci, avec plaisir. À très vite à tous. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera en début de 2022. Sinon, on se verra peut-être avant les fêtes pour certains d'entre vous. Allez, bye bye et bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Bravo. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir.